bonsoir à toutes et à tous. Alors vraiment, je suis extrêmement impressionné d'être ici, parce que comme on vous l'a bien expliqué, effectivement, je suis le cofondateur avec Lucas à la caméra du Média Limite, et notre but est surtout de vulgariser et rendre accessible la complexité, sans bien sûr la simplifier, qui est un défi colossal. Donc je me tape pas mal de rapports, dont un rapport dont je vais vous parler dans quelques instants très rapidement, que je n'ai pas encore creusé, mais qui va être très important à aborder aujourd'hui. Donc je suis vraiment extrêmement honoré. Mais avant de commencer, je voudrais savoir qui sont les étudiants qui sont actuellement encore dans la faculté. Si vous pouvez lever la main s'il vous plaît. Ok, formidable, super, ça permet d'avoir un peu les proportions. C'est bien, c'est très varié, donc forcément en termes de génération aussi, et c'est ça qui fait plaisir. Alors, ne m'en voulez pas, mais comme ceci est filmé, comme vous pouvez le constater, on va mettre ça sur la chaîne. Donc, c'est normal que je demande maintenant de vous abonner à la chaîne, de commenter, de liker. Bienvenue dans cette conférence assez spéciale ici à l'ULB. Sobriété, contrainte ou opportunité avec Philippe Bewix, avec qui on va parler dans quelques instants. Première question et qui est super importante en ces temps. Comment tu vas, Philippe ? Alors bonsoir à toutes et à tous, ça va super bien. Mercredi soir, donc la semaine n'est pas encore trop avancée. Le jeudi, c'est moins bon, le niveau baisse avec la semaine qui avance et les heures de sommeil. Vous êtes nourris après, donc vous allez rester, les portes sont fermées, donc non, tout va bien, je suis détendu. Voilà qui fait plaisir. Phil, avant qu'on commence, je me permets, je l'appelle Phil, excusez-moi. Avant qu'on commence, il y a un rapport dont on en avait un petit peu parlé rapidement et qui est quand même assez interpellant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ici du Circularity Gap, donc l'économie circulaire, le rapport qui est sorti de 2022, qui annonce en fait que l'économie est circulaire à hauteur mondiale de 7,2%. Alors que si on retourne dans la période 2020-2022, nous étions à 8,6%, avant nous étions à 9%, et avant nous étions quasi à 10%. Ça nous annonce beaucoup de choses par rapport à un monde qui est en train de se contracter, qui vit actuellement et qui dépasse les limites. Je voulais avoir ton feeling par rapport à non pas ce rapport, mais ce chiffre de 7,2 d'économie circulaire. Alors qu'on a tendance à se dire qu'on va dans un sens où peut-être qu'on recircularise davantage, mais non, ça a l'air d'être un peu le contraire. Alors j'ai pas du tout étudié la manière dont ce chiffre est calculé, mais effectivement je vois bien d'où ça part, les fameux un petit 100 milliards d'extraction de ressources, c'est ce qu'on sort quelque part du sol chaque année. Donc le 7%, c'est pour moi un peu une illustration de ce monde extractiviste dans lequel on vit. On extrait des trucs et puis après on jette à côté et on recycle pas forcément bien. En fait, quand on regarde un peu les 100 milliards, alors j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais l'ordre de grandeur, il y en a quand même de l'ordre de, je pense 20 milliards, peut-être un peu plus, qui sont en fait des produits agricoles, donc agricoles ou forestiers, donc c'est ce qu'on va extraire. Alors des fois on extrait un peu plus vite que le rythme de renouvellement, donc on va dire 25% c'est du renouvelable, mais à condition de ne pas déforester, malheureusement c'est ce qu'on fait, à condition de rendre des nutriments à la terre, malheureusement c'est pas forcément ce qu'on fait, les cycles du phosphore, les cycles du potassium, etc. C'est une des limites d'ailleurs extrêmement dépassée. Une des limites c'est effectivement celle-là. Donc, alors malheureusement pour faire ça en plus, on balance à la terre, à la mer 25 milliards de tonnes de sol. Donc en fait, il faudrait presque ajouter les 100 qu'on extrait effectivement et les 25 qui sont balayés par la pluie et qui finissent par partir à la mer. Parce que nos pratiques agricoles font qu'on laisse une partie des sols à nu, et en particulier sous les tropiques où ça ruisselle plus vite, etc. Donc il y a tout ça. Après, il y a une grosse partie, peut-être la moitié, 40 et quelques milliards de tonnes, c'est des granulats. Donc les granulats, du sable, du calcaire pour faire du ciment, des trucs comme ça. Donc ça, j'arrive à comprendre qu'on soit plutôt dans un monde où on n'est pas trop à recycler, parce que c'est plutôt de la construction et des infrastructures qui s'ajoutent. Alors, on ne récupère pas des briques pour les mettre ailleurs. Si, un peu, on devrait, sauf que maintenant le ciment est trop dur, donc ça casse les briques quand on démonte, mais pour les anciennes briques au mortier, on peut récupérer les briques et c'est un objet qui peut se réemployer. On dit ça dans le bâtiment, mais on commence aussi à récupérer les granulats en rebroyant des bétons de démolition, mais c'est un peu difficile, c'est un peu énergivore, c'est un peu cher, ça dépend de où on le transporte pour aller à où. Donc ça se développe, mais c'est encore très 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 faible, c'est de l'ordre de quelques pourcents peut-être des volumes de granulats qui sont effectivement issus du recyclage. Ensuite, on a les énergies fossiles.
une bonne grosse dizaine de milliards de tonnes, je ne sais plus, on va dire 10-15, enfin il doit y avoir 4 milliards de tonnes de pétrole. Circulariser ça, c'est très voilà. très compliqué. Voilà, à part la petite partie qui part en plastique, du pétrole et du gaz éventuellement, mais voilà, sinon le reste par définition va être brûlé et ça pose le sujet climatique. Et puis ensuite on a les métaux. Alors en fait dans les 100 milliards, on ne compte pas juste les métaux qu'on utilise, on compte les métaux plus les résidus miniers, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'on extrait du sol. Alors pour donner un exemple, je ne sais pas si tu es dans une mine de bauxite, donc pour faire l'aluminium, grosso modo, tu as 20% d'aluminium dedans, donc tu vas extraire 5 pour récupérer 1. Quoi. Donc du coup, tu vois, tu as une partie qui sont des déchets miniers, donc on va naturellement pas recycler. Alors il y a des métaux, ça devient plus gênant. Par exemple, le cuivre, si on dit qu'on extrait à peu près 20 millions de tonnes de cuivre, avec une moyenne mondiale qui doit être à 0,8%, de concentration de cuivre, donc je ne suis pas capable de faire le calcul, donc on va dire 1 pour faire simple, bon, ça fait 2 milliards de tonnes de déchets. Voilà, de déchets miniers. Donc toi, dans les 100 milliards, il y a 2, c'est juste le minerai de cuivre. Pour l'or, c'est un peu plus compliqué, comme on extrait beaucoup moins évidemment, c'est de l'ordre de peut-être 3000 tonnes. Par contre, c'est 1 gramme d'or par tonne, donc du coup, ça fait là aussi 2 milliards de déchets miniers. Tu vois. Le cuivre et l'or, c'est les deux principaux fournisseurs, si je puis dire, de déchets miniers. Donc ça, pareil, tu vois, tu ne vas pas dire que tu recycles des déchets miniers. Donc en fait, voilà, je ne sais pas comment est calculé le 7% globalement, mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on est dans des taux de recyclage tout à fait désespérants. Voilà, le plastique, même derrière toutes les annonces et les trucs, en fait, est recyclé à, je ne sais pas, on va dire moins de 10% pour ne pas se tromper globalement. Est-ce que le vrai terme serait pas alors plutôt du sous-cyclage que du recyclage? Alors, on commence là à trouver des bouteilles issues vraiment de plastique recyclé, mais il faut vraiment qu'ils soient triés sur le volet. C'est vraiment incroyable parce que tu peux te dégrader assez facilement. Donc ça commence un peu, mais oui, globalement, tu as plus de chances que ton bouchon fasse un composteur à lombric qu'un nouveau bouchon, quoi. Ça, c'est clair qu'il y a, pour des questions de plastique souillé, pour des questions de mélange, pour des questions d'additifs, parfois de coloris peut-être même. Donc ça, c'est sûr. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est bien recyclé? L'acier est bien recyclé, le cuivre est bien recyclé. Voilà, tout ça, c'est des choses qui marchent bien. Le cuivre, parce qu'on l'utilise beaucoup sous forme de cuivre, donc c'est facile de prendre du cuivre, récupérer du cuivre, faire du cuivre. Le plomb est bien recyclé, parce que c'est pas utilisé à beaucoup d'endroits, c'est dangereux le plomb maintenant, donc, ça l'a toujours été, mais maintenant on s'en rend compte. Donc c'est surtout dans les batteries de voitures thermiques, batteries de bateaux, des choses comme ça, donc voilà, le plomb est très bien recyclé. Et après, maintenant, il y a plein de trucs, voilà, tes 40 métaux dans ton smartphone, voilà, ceux-là, ils sont très mal recyclés. Ce dont tu me parles, en fait, c'est ce qu'on trouve dans des macrostructures généralement, qu'on casse, on récupère assez facilement, on peut le mettre ailleurs. Et ça va nous amener forcément sur l'idée de la technique, de l'innovation, de l'efficacité, ou la high-tech. En fait, demande tellement d'énergie pour recréer, recomposer de nouveaux alliages, on est tellement dans quelque chose de microscopique, et on va arriver tout doucement sur ce fameux sujet de sobriété, que là, ça devient extrêmement compliqué d'injecter énormément d'énergie et injecter énormément de matière pour de la high-tech, où en fait, la circulariser, ça relève de plus de dépenses énergétiques en quelque sorte. Oui, en fait, il y a un mélange de deux phénomènes. Alors l'un, on pourrait dire c'est la high-tech au sens les produits électroniques qu'on a un peu dans les mains, si je puis dire. Alors ça peut être aussi utilisé par l'industrie, les services ou autres, mais on va dire c'est le high-tech au sens visible. Puis tu as un high-tech au sens plus invisible qui est le capot de voiture super performant, vachement fin, mais qui peut quand même encaisser, je sais pas quoi, une capacité à être embouti comme il faut, et puis résistant un peu à la corrosion, et puis capable d'encaisser une certaine énergie de choc, par exemple, voilà, ou une portière plutôt, parce que le capot, ça va plutôt être le pare-choc qui va encaisser. Et donc, la high-tech cachée, c'est le fait de faire des alliages hyper fins, avec de grandes puretés, qui vont contenir plein de métaux différents. Donc ça peut être jusqu'à 7, 8, 10 métaux différents qui vont amender les aciers, qui vont faire des aciers de grande qualité. Et donc ça, finalement, quand ça va arriver en fin de vie, en fait, il y a plein d'aciers différents, des milliers de sortes, etc. Et donc tout ça va être un peu mélangé joyeusement. Et donc on ne va pas réussir à récupérer les petites poules de perlimpinpin qu'on avait rajoutées à l'acier, en toute petite quantité d'ailleurs, enfin très faible. Dans le numérique, c'est un peu différent, c'est plutôt le fait que c'est bourré d'équipements, hyper miniaturisés. Du coup, le fait qu'ils soient miniaturisés fait que c'est plutôt des ressources un peu plus bizarres, un peu plus étonnantes. Par exemple, toi, les petits cylindres, les micro-condensateurs, tu vois les trucs avec des petites barres de couleur là, quand tu fais tomber ton truc par terre. Ça c'est, par exemple, souvent il y a du tantal ou du palladium dedans, donc c'est deux métaux un peu
pas facile à trouver. Tu vois, palladium, il faut être copain avec les Russes, par exemple, ou avec les Sud-Africains. C'est à peu près que là qu'on le trouve. En tout cas, qu'il y a des exploitations minières aujourd'hui. Bon, en fait, tu peux faire des condensateurs avec de l'aluminium et du papier buvard, tu vois, dans les années 70, c'était comme ça. Sauf qu'à ce moment-là, ton smartphone, il est beaucoup, beaucoup plus gros. Ouais, peut-être pas comme ça, mais... Tu m'entends? Peut-être une brique, quoi. Ouais. La taille de ta brique tout à l'heure. Bon, voilà, donc tous ces équipements différents, qui contiennent des toutes petites quantités, c'est vraiment... Parfois, on parle de milligrammes, hein, même moins. C'est assez marrant, d'ailleurs, parce que j'ai fait récemment une comparaison entre ce qu'on appelle le Clark. Alors ça nous amènerait assez loin, mais c'est la concentration moyenne des métaux dans la croûte terrestre, dans la premier kilomètre de la croûte terrestre, en gros, pour faire simple. Où ils sont abondants. Alors, oui, alors là, ça y est, on part pour 2h30. Non mais désolé. Donc oui, il y en a plein, en fait, si tu comptes vraiment tout ce qu'il y a. Bien sûr, si tu passais toute la planète au tamis fin sur 1 kilomètre d'épaisseur, tu as vraiment de quoi faire, il n'y a pas de souci. 1 million d'années de consommation de cuivre, typiquement, en ordre de grandeur, par rapport à ce qu'on consomme aujourd'hui. Mais pourquoi je disais ça? Oui, parce que du coup, la concentration parfois dans un téléphone, elle n'est pas plus grande que dans la croûte terrestre, quoi, presque, pour certains des métaux qui sont dedans. Sauf qu'ils sont évidemment à un endroit précis, dans un composant précis, dans un petit truc, quoi, tu vois. Et donc, en fait, comme on ne va pas pouvoir aller mettre quelqu'un trop longtemps, parce que c'est cher, avec une petite pince à épiler, un petit tournevis pour tout dévisser, bien stocker tous les composants différemment, dans plein de boîtes différentes, avec tous les modèles de téléphones différents et je ne sais pas quoi, imagine ça, pour derrière ensuite mettre ça dans un four pour faire de la métallurgie, quoi, en gros, et récupérer les différents composants. On n'a pas le temps de faire ça, il n'y a que 2 € de matière première là-dedans. 2 €, 3 maintenant, à cause de la guerre en Ukraine, ça fait 3 maintenant, parce que les gens ont acheté un peu d'or, parce qu'ils ont eu peur de la crise économique, et puis que les métaux ont un peu augmenté, donc on va dire 3 pour prendre de la marge. Donc 3 €, je ne vais pas travailler très longtemps pour 3 € pour optimiser le recyclage. Donc en fait, on va faire un truc vraiment très bourrin, je simplifie outrageusement toujours, hein, mais on va prendre l'écran d'un côté, on va prendre la batterie de l'autre, parce que ça contient quand même des métaux un peu différents, et puis la carte électronique au milieu, hop, ce qui est plus simple. Tout ça au broyage, tout ça au four. On va faire de la pyrométallurgie et de l'hydrométallurgie, 2 trucs qu'on maîtrise très bien, qui sont en fait issus des mines, hein, puisque toutes les mines sont polymétalliques. En tout cas, on les a rendues polymétalliques, dans le sens où tous les petits métaux, c'est des éléments traces, souvent des mines de grands métaux. Donc, dans les années, je sais pas, au début du XXe siècle, quand on était dans une mine de plomb et de zinc, on récupérait du plomb et du zinc, quoi. Et voilà. Aujourd'hui, quand tu es dans une mine de plomb et de zinc, on récupère aussi du germanium, de l'indium. Voilà, on va aller chercher les petits métaux qui ont des capacités optoélectroniques, chimiques ou diverses et variées, qu'on va utiliser du coup dans nos métaux. Donc, du coup, on maîtrise la séparation des métaux entre eux. Assez bien, pas toujours, il y a des incompatibilités métallurgiques et tout ça, mais on sait faire des choses. Donc si tu vas non, on va pas citer le nom d'entreprise, mais tu vois, genre à Hoboken, pas très loin d'ici, mais il y a une entreprise célèbre qui a travaillé longtemps dans ce qui est maintenant la République démocratique du Congo, je pense, et donc est spécialisée dans le recyclage, entre autres, de produits électroniques, et ils peuvent te sortir une quinzaine de métaux quand même, c'est pas mal, hein, mais sauf qu'il y en a 40 à sortir. Donc, et que toute une partie vont se concentrer sur un certain nombre de métaux qui vont être soit assez faciles à récupérer, donc le cuivre par exemple, soit assez chers, donc les platinoïdes, l'or, l'argent, des choses comme ça qu'on utilise dans l'électronique. Et puis voilà, le reste, ça va être des déchets industriels, quoi, on va dire ça comme ça, quoi. Et tu vois, ça nous amène à voir la complexité pour tous nos objets du quotidien et pour absolument tout ce qui se trouve ici dans cette salle, y compris le micro que j'ai ici dans la main, et de se dire qu'aujourd'hui, forcément, il y a un mot qui revient, parce que c'est un mot qui part un petit peu dans l'actualité, puis qui décide de repointer un peu le bout de son nez, souvent dans des crises. Et c'est souvent dans des crises du coup qu'on en parle et qu'on réagit, c'est le fameux mot de la sobriété, qui fait énormément hérisser les poils. Alors, j'ai tendance à en parler avec des gens qui ne sont pas du tout au fait de la situation et qui partent du principe que c'est quelque chose qui est totalement inconcevable. Alors forcément, ici, nous avons des ingénieurs ou des ingénieurs en devenir. Dans un monde où pour l'instant, l'économie amène vers un développement de la technique et vers un développement technologique, surtout pour répondre aux enjeux environnementaux,
et d'efficacité aussi, hein, pour que forcément les capacités qu'on a pour un matériel et pour des matériaux vont être en fait de minimiser le besoin énergétique pour maximiser le retour sur investissement. La question de la sobriété prend énormément de place, de plus en plus, et il faudrait essayer d'y voir un petit peu plus clair, sans rentrer dans un combat manichéen bien sûr, de non anti-technologie, pro-sobriété, mais d'essayer de savoir pourquoi est-ce que ce mot, qui certainement, il faut voir deux pans là-dedans, revient avec la crise en Ukraine, sobriété énergétique et tout ça, mais pourquoi est-ce qu'il faut le voir d'un point de vue plus méta, un peu plus systémique? Oui, alors d'abord on pourrait dire, bon, on va pas s'en rentrer dans le grand débat entre qu'est-ce qu'est la sobriété, qu'est-ce qu'est l'efficacité par exemple. On sait que il peut y avoir un peu un continuum et que des fois on peut dire c'est de la sobriété, puis en fait c'est plutôt de l'efficacité, bon, peu importe. D'abord quand même de se dire, alors tu dis le mot revient, c'est vrai que je ne sais pas si on utilisait ce mot-là dans les années 70, après les chocs pétroliers et tout, je ne sais pas si c'était exactement les mêmes, on parlait plutôt d'économie d'énergie je pense. Donc la sobriété pour moi elle vient tout court, c'est-à-dire que la guerre en Ukraine est venue un peu accélérer le déploiement sémantique, on pourrait dire, du mot manié par la puissance publique de quelques pays de la petite péninsule européenne, quoi, parce que je ne suis pas sûr que ça dépasse beaucoup ça. Hein. Mais elle était en train d'arriver de toute manière et de s'installer dans tous les rapports, toutes les positions des grandes agences internationales, alors que peuvent être l'ONU, l'OCDE, la Banque mondiale, l'Agence internationale de l'énergie, voilà, on pourrait en citer plein comme ça, plein de rapports qui se sont égrenés des années 2015, on va dire, à aujourd'hui, et qui, en fait, toutes pointent à peu près la même chose, c'est de dire, d'abord, on a un problème de consommation globalement quand même de ressources, donc les 100 milliards dont tu parlais tout à l'heure, qui vont peut-être devenir, j'en sais rien, selon les prévisions, l'OCDE dit par exemple 160 ou 170 milliards à horizon 2050, donc je ne vais pas dire presque à doubler, mais c'est quand même assez massif. Donc il y a un moment, faut aller extraire ça quelque part chez quelqu'un, donc c'est pas pour rien, c'est pas juste parce qu'ils ont découvert Internet qu'il y a plein de gens partout dans le monde qui disent « oulala, il y a quelqu'un qui veut ouvrir une mine en face de chez moi, ça va pas ». Donc il y a des questions d'acceptabilité sociale, etc., et d'impact environnemental de cette extraction supplémentaire minière. Mais ce que disent donc tous ces rapports, c'est que en plus de ça, en plus on va dire de la croissance un peu standard, se rajoute une couche de transition énergétique à base d'énergie renouvelable et d'électromobilité, en gros, des voitures individuelles, et que ça rajoute un besoin supplémentaire, soit en métaux de base de type cuivre, nickel, manganèse, peut-être zinc, des trucs comme ça, soit en petits métaux de spécialité, typiquement les métaux des batteries, hein, parce que c'est surtout les voitures quand même qui font les volumes, là, en l'occurrence, donc le fameux lithium, et puis le cobalt éventuellement en fonction des batteries. Et que du coup, quand tu prends un peu tous ces métaux-là, et que tu projettes ça sur 2050 avec un monde neutre en carbone, on va dire, ou plus ou moins, tu as une multiplication par 2, 3, 4, 5, 10, 30, 50, selon les métaux. Je crois que c'est 60 le record dans je ne sais plus quel rapport pour le lithium. Et donc ça rajoute une espèce de couche un peu incroyable aux besoins. Et puis on a vu aussi que tout ça, c'était pas si simple que ça, que le système électrique, comment on accompagne le système électrique. Il faut à la fois transformer le système électrique et en plus avoir une croissance de la demande future parce qu'il faudra être tous, je sais pas quoi, sur le péage de l'autoroute A1 pour que quand vous descendrez, quand les Belges de 2050 descendront en vacances sur la Côte d'Azur ou je sais pas, à un moment, on va falloir recharger les voitures et tout ça. Donc ça, en vélo, c'est bien. Ça fait des appels. Non mais tu vois, donc tu as un appel comme ça important et donc voilà, tout le monde commence à se dire ça craquelle. Et donc la sobriété était déjà en train de s'installer comme un moyen incontournable. Donc le GIEC, par exemple, ils disent sufficiency, ils disent pas sobriety. Sobriety en anglais, c'est un peu, c'est le contraire de l'ébriété, quoi. Alors, on pourrait dire qu'on est dans l'ébriété énergétique, de fait, mais totalement, ouais. D'une certaine manière, voilà. Donc il y a bien un côté accro. Enfin, on est bien dans un rapport comme à l'alcool, on pourrait dire. Mais voilà, donc sufficiency, mais donc la sobriété incontournable comme un vrai levier qui va permettre de quelque part aider à réaliser la transition. Donc le mot s'installait, d'accord. Alors après, il s'installait dans les milieux autorisés, quoi, on va dire. C'est-à-dire que tu vois, c'est entre chercheurs, je sais pas quoi, des gens qui font des rapports que les gens lisent pas. Et dans le monde politique, il ne s'était pas vraiment installé. Parce que dans les entreprises.
Dans les entreprises, non plus. Alors, tu pourrais dire que toute entreprise, quand même, les entreprises elles ont toujours eu un intérêt à baisser la consommation d'énergie et de ressources, quoi, parce que voilà, ça réduit les coûts, c'est facteur de compétitivité, donc ça va dans le bon sens. Donc il y a bien une partie de l'innovation technologique qui a toujours été dédiée à économiser l'énergie. Hein. Donc, dans un haut fourneau, aujourd'hui, vous consommez moins d'énergie que dans un haut fourneau de 1950, et en 1950, c'était déjà beaucoup moins qu'en 1850, quoi. Donc il n'y a pas photo. Après, voilà, la question c'est comment est-ce que ces économies d'énergie, elles se transcrivaient ou pas dans une économie d'énergie de la société. Et là, c'est là que ça ne se transcrivait pas parce qu'il y a l'effet rebond, parce qu'il y a plein de trucs pervers. Le fameux paradoxe de Jevons. Mais justement, c'est très complexe à partir du moment où on est un ingénieur, qu'on sort d'école et qu'on doit développer des matériaux, travailler sur quelque chose, alors qu'on est dans un paradigme de croissance économique, de développement, et donc qui malheureusement fait que le paradoxe de Jevons, le fameux effet rebond, donc rattrape absolument tout gain d'efficacité. J'ai l'impression aujourd'hui. Voilà, alors dans le monde politique, ce n'était pas le cas, dans les entreprises, ce n'était pas trop le cas, à part cette frange d'innovation un peu business as usual. Et là est arrivée effectivement l'augmentation très très forte pour différentes raisons que vous connaissez bien du prix du gaz et du prix de l'électricité. Du coup, alors je ne sais pas comment on sait ici, mais en France, on est vraiment dans une logique, c'est de la sobriété, mais c'est vraiment la sobriété, c'est la partie pas super sympa de la sobriété, on pourrait dire. C'est effectivement un peu une sobriété austérité, hein, c'est-à-dire on baisse le chauffage. Alors, c'est une histoire de normes culturelles, sociales, tout, on s'habitue. Moi, c'est vrai que nous, chez AREP, par exemple, on a des bureaux, des fois on a du mal à régler tout, donc on a une température de consigne à 19, c'est bien, tout ça. Puis, à des endroits, il fait 16, d'autres endroits, il fait 22. Bon, alors ceux où il fait 16, ils ont amené un plaid et puis ils bossent comme ça. Mais c'est de la sobriété, c'est bien, cool. C'est super. Il y a 3 ans, on aurait eu un piquet de grève quoi, pour ça. Enfin, je sais pas. Mais là, du coup, ça passe, tout le monde a le sourire, c'est super, on fait des économies. Donc, il y a mais il y a quand même un peu un côté austère, quoi. C'est vrai qu'on a tous envie de se promener, je sais pas, tout nu, quand il fait 0 dehors, dans son appartement bien chauffé. Bon. Enfin, pas forcément, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup... Pas forcément tout nu. Non, oui, non, mais je veux dire... non, mais je vois très bien l'image. Exactement. Donc, en respectant le vis-à-vis, tout ça. Mais du coup, il y a quand même un peu derrière cette petite... Donc, il y a quand même eu l'idée de dire la sobriété, en fait, on ne l'installe pas juste pour passer 1 ou 2 hivers. Parce que là, il y avait 1 ou 2 hivers à passer, c'était compliqué, bon voilà, pour plein de facteurs. Oui, c'est le prisme à travers la crise, un phénomène de crise. Voilà, donc il y a la crise, puis après on revient. Non, il y a eu l'idée, l'envie de dire non, la sobriété, on l'installe dans la durée. On va l'installer dans la durée, on va faire la sobriété. Mais finalement, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a derrière, il n'y a pas grand-chose qui, de mon point de vue, ressort vraiment de la sobriété. On est plutôt dans soit de l'efficacité industrielle, donc il y a des trucs à faire. Alors, après, on s'est un peu gargarisé de trucs du genre ouais, c'est super, on a économisé cet hiver, on a fait moins X% de gaz et tout. Il y a quand même des gens, des verriers qui ont arrêté leur four en disant de toute façon, à ce prix-là, je ne vais pas le vendre. Il y a des boulangers qui ont mis la clé sous la porte, je ne sais pas quoi. Donc, il y a eu un effet sur les entreprises. Ouais, il y a quand même une partie qui est de la fausse efficacité et qui est plutôt le fait qu'on a découvert qu'il y avait une élasticité entre le prix et la demande, quoi. Donc quand l'énergie fait comme ça, quand même, oui, la demande fléchit un peu, mine de rien, quand même, quoi. Bon. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être une sobriété effectivement plus systémique, plus profonde? En fait, moi je pense, voilà, je vais prendre quelques exemples, juste quelques touches pour dire, en fait, voilà, il y a une partie de cette sobriété qui peut être de la sobriété justement presque invisible du consommateur ou du citoyen que nous sommes, parce qu'évidemment, dès qu'on dit la sobriété, c'est se chauffer moins et mettre un pull, ouais, il y a un côté pas sympa. Ou alors se déplacer moins, j'en sais rien. Ou covoiturer. Covoiturer, ça peut être super cool, mais ça peut être aussi super pénible. Parce que vous êtes contraint sur des horaires, il y a plein de choses qui font que, voilà, c'est pas pour rien que les gens covoiturent pas comme ça d'un claquement de doigts. Donc, c'est la partie pas sympa. Alors, quelques exemples de trucs plus sympas. Rentrer, par exemple, réellement... Donc là, on en est très 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 loin. Ça fait penser à ton Circularity Gap-Report, dans un monde de la réparation. On va prendre soin, réparer, faire durer, transmettre tout, en disant que tous les objets, du verre qui est là jusqu'à une infrastructure, en passant par les usines, les bâtiments, etc., ce sont des banques de matériaux sur pattes, et que ces trucs-là, ça a été compliqué de les sortir, ça a été énergétique de les transformer, et donc maintenant on les a, arrêtons d'être dans ce monde du consommer-jeter, de les foutre à la poubelle.
Et ça, pour le coup, alors je veux bien qu'il y ait un peu d'achat plaisir, tu vois. On pourrait discuter de la fast fashion, on pourrait discuter de à quelle vitesse on change son smartphone. Donc ça ouvre d'autres questions, potentiellement un peu pénibles. Par contre, on n'est pas tous plus heureux parce qu'on change d'aspirateur tous les 5 ans, quoi, en disant « Waouh, génial, il est tombé en panne, cool, je vais pas réussir à le faire réparer et je vais enfin pouvoir changer mon aspirateur. » Non, il y a une fonction utile qui s'appelle aspirer. Et, bon an, mal an, on arriverait... Il y a quand même des marques qui commencent par Die et qui finissent par Zun, qui donnent vachement mieux. envie de... Ouais, alors peut-être ça te peut permettre de changer le modèle. Quand je vois la publicité, ça me donne tellement envie de l'acheter. Voilà. Alors si, il s'allège peut-être, tu vois, donc si tu as mal au dos... Mais j'en ai pas chez la Ramassette, bonne vieille Ramassette, ça marche très très bien, c'est la sobriété. Donc, dans cette histoire, alors ça c'est un premier exemple. Donc, comment on pourrait faire plus réparer les objets, faire durer. Donc ça, quand tu répares des objets que tu fais durer, c'est moins énergivore que de fabriquer des nouveaux trucs, même s'ils sont issus de matières recyclées, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. Deuxième exemple, ça pourrait être de dire, dans la consommation du quotidien, les produits, des produits, la nourriture, ou même pour d'autres types de produits, des produits sanitaires, j'en sais rien, rentrer dans un monde de la consigne. Consigner, tu vois, nettoyer les bouteilles au lieu de les jeter, je sais pas quoi. Moi, j'arrive pas à me dire qu'en 2050, on sera dans une transition super, on aura été presque neutre en carbone, je sais pas quoi, et puis qu'on va être en train d'installer des éoliennes offshore un peu partout à 30 bornes de la côte, parce qu'il faudra installer des éoliennes offshore à 30 bornes de la côte en 2050, même si on en a installé plein maintenant, puisqu'elles ont 25 ans de durée de vie, hein. Donc il faut les changer et remplacer. On parle de les faire flottantes, qui, je ne sais pas si c'est... Elles seront flottantes et ancrées, elles seront ce que tu veux, mais... T'imagines de faire ça, d'aller installer des éoliennes à 30 bornes pour, à la fin, alimenter des usines électro-intensives, par exemple d'aluminium, pour que ça finisse dans des capsules de café ou des canettes, on aura quand même raté quelque chose. C'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette transition, en fait? Si on fait du biogaz de partout, et puis que je sais pas quoi, tous vos agriculteurs, ils mettent des trucs, et on fait du biogaz pour aller faire cramer ça chez des verriers qui vont faire des bouteilles en verre, parce qu'en gros, aujourd'hui, on prend une bouteille en verre, on la casse. Vous savez, quand on casse une bouteille en verre, vous savez combien on récupère d'énergie par rapport à la bouteille neuve? Je suis où là? De matière ou d'énergie? Non, d'énergie. Par exemple, quand tu prends une canette d'aluminium, tu prends de l'aluminium qui a été transformé, tu le refonds, tu refais une canette d'aluminium, tu as économisé 95% d'énergie par rapport à transformer de la bauxite en aluminium. Parce que pour transformer de la bauxite en aluminium, il faut retirer l'oxygène de l'aluminium, et ça c'est énergivore, c'est compliqué. Donc c'est vraiment génial de faire du recyclage d'aluminium. Le recyclage du verre, tu économises 20%. Donc quand on se balade tous avec nos bouteilles en verre, mais c'est une bouteille en verre, elle est recyclée. Tu as économisé juste 20% d'un truc qui est en plus vachement plus énergivore que le plastique. Alors je dis pas ça parce que cinquième de ta bouteille, tu vas payer par Pepsi et machin. Non, mais donc c'est quoi, il faut 5 bouteilles pour en refaire une nouvelle en fait? Non, c'est que en fait, on a l'impression de se dédouaner de la consommation parce qu'on consomme une bouteille en verre et qu'on va la jeter dans la bonne poubelle. Mais en fait, tu as économisé quasiment que dalle, excuse-moi du peu, par rapport à avoir une bouteille neuve, quoi, si tu veux. Tu me suis ou pas? Non mais je te suis parce que je suis en train de penser à toutes mes bouteilles de Lindemans à la maison, vraiment en véridique. Donc le truc qui est vraiment, pour le coup, où tu gagnes vraiment, c'est de garder la bouteille, la transporter sur pas trop de kilomètres. Donc évidemment, si c'est pour aller réembouteiller un Perrier à Nîmes de Bruxelles, ça le fait pas. Mais par contre, si tu arrives à réembouteiller localement, là, du coup, tu gagnes vraiment 90% parce que tu n'as pas eu besoin de refondre le verre, quoi. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est un deuxième exemple, mais... Donc ça, c'est des choses, c'est une innovation un peu spéciale, un peu organisationnelle et non pas du tout technique, quoi, qui consiste à dire comment est-ce qu'on peut, nous, consommateurs, prendre l'habitude d'aller avec nos trucs réutilisables, etc. Comment est-ce que les logisticiens, les transporteurs, les magasins, les fabricants, les embouteilleurs et tout peuvent aller vers un truc un peu plus comme ça. Bon, voilà. C'est un exemple, le monde de la réparation, le monde de la réutilisation. Ça, je pense que c'est un premier sujet. Deuxième sujet, on pourrait prendre l'exemple de la mobilité. Donc la mobilité, on a, encore une fois, donc pour l'instant, on a juste dit on passe à l'électrique. Bon, alors il y a quelques abrutis qui disent on passe à l'hydrogène. Ceux-là, qui abrutis, ça c'est envoyé ça. J'espère qu'il n'y en a pas. Quelqu'un travaille dans le domaine de l'hydrogène? J'en croise de temps en temps aux commissions européennes. On est d'accord, vous êtes tous première langue hydrogène, vous savez pourquoi? C'est bête de faire de... Parce que si on passe par le vecteur hydrogène, à partir de l'électricité, vous faites de l'hydrogène, vous repassez dans une pile à combustible, vous perdez 75% pour faire simple,
à peu 75, près. s'il te plaît. 75%, trois quarts de l'énergie électrique de départ. Là où dans une batterie tu vas perdre aussi, parce que la batterie chauffe, elle perd un petit peu. Bah, si c'est sur de l'éolien et du photovoltaïque, ça va aller. Exactement, sauf qu'il te faut 3 fois plus d'éoliennes et 3 fois plus de photovoltaïque pour, à la fin, faire le même nombre de kilomètres avec ta voiture si elle est à hydrogène. Donc c'est complètement idiot. À un moment où tu es déjà dans une contrainte de dire il faut que je déploie un nombre de trucs incroyable, en plus les gens ne veulent pas forcément, ou etc. Si on parle des éoliennes, bah, moins tu en as à déployer, mieux tu te portes. L'hydrogène, on dit que c'est super utile pour l'industrie, principalement. Donc voilà, l'hydrogène, en fait l'hydrogène, il faut la conclusion c'est à chaque fois que tu peux faire de l'électrique, et non pas de l'hydrogène, il faut faire de l'électrique. Donc effectivement l'hydrogène, il faut le flécher. Alors peut-être vers effectivement la réduction du minerai de fer, donc dans les hauts fourneaux, peut-être pour la production d'engrais, pour des mobiles qui seraient vraiment trop gros pour embarquer leur set de batterie, quoi. Donc trop gros ou que ça serait trop lourd. Donc il y a la question de l'aérien, il peut y avoir des bateaux. Alors les bateaux, ça ne sera pas de l'hydrogène, on passera plutôt par de l'ammoniac, parce que ça se stocke mieux. Le problème de l'hydrogène, c'est qu'en plus, si tu stockes des grosses quantités, ça peut être un peu pénible. Donc voilà, mais effectivement, il faut le flécher sur des choses où il n'y a pas d'autre solution quelque part. Il n'y aurait pas d'autre solution que l'hydrogène. Après, il y a un fantasme sur l'hydrogène, je mets de côté, mais c'est que tous les écolos, dont je fais partie, disent « Ah ben c'est super, en fait, on va faire des électrolyseurs, on va produire de l'hydrogène quand il y aura trop d'électricité produite par les panneaux et par les éoliennes. Donc les jours où il y a du vent et du soleil à fond, ben là, ce jour-là, je produis de l'hydrogène et après, je vais pouvoir réutiliser mon hydrogène, soit dans le réseau électrique à nouveau, soit pour... En stockage, en quelque sorte. En stockage, purement en stockage. Et sauf que les gens qui vont installer des électrolyseurs, ils ne vont pas dire « Moi, le truc, il faut qu'il fonctionne 3 heures par jour, quoi. » Les gens parce que tu vois, tu dis j'installe un actif industriel, moi je veux qu'il tourne 90% du temps, sinon il va coûter un prix dingue et l'hydrogène qui sortira coûtera un prix dingue. Ils vont regarder la météo, ils vont voir d'anticyclone, ils vont paniquer. Et ouais, donc à mon avis, on a un fantasme en fait de dire l'hydrogène c'est super pour gérer les pointes, écréter les trucs et tout, et en fait ça ne va pas se passer comme ça, mais rendez-vous dans 20 ans, on verra. Alors du coup je reviens aux voitures, donc disons qu'elles sont électriques, on a dit elles vont être électriques. Bah après, alors, il y a le problème, est-ce qu'on va avoir assez de lithium, mon bon monsieur? Est-ce qu'on va avoir assez de nickel? Est-ce qu'on va avoir assez de cobalt? Oui, mais les Chinois, ils bossent sur la batterie sodium, donc le lithium, arrêtez de vous exciter. Le cobalt, il n'y a pas besoin, on fait du fer phosphate à la place etc., etc. Derrière ce débat-là, en fait, on est toujours un peu sur quelle va être l'offre minière. Hein, donc on dit, par exemple, le cobalt, aujourd'hui c'est 140 ou 150 000 tonnes, je ne sais plus, ou peut-être même plus déjà. Voilà, ça va peut-être passer à 400 000 tonnes. Mais pour fabriquer quoi, en fait? Pour fabriquer d'abord quel type de voiture? Entre le char d'assaut de 2 tonnes qui aura 800 km d'autonomie, qui permet donc de partir en vacances avec la famille et tout, impeccable, comme aujourd'hui. Et la petite voiturette qui ferait, je ne sais pas, 700 kg et qui pourrait rouler 200 km, donc qui remplit 90% de nos besoins aujourd'hui, et malheureusement pas les 10% restants, donc là il faut trouver une autre solution pour les vacances sur la Côte d'Azur. Mais entre ces deux objets, pour faire très simple, tu es proportionnel au poids à peu près. Hein, donc proportionnel au poids et proportionnel au kilomètre parcouru, il te faut 10 à 15 fois plus de batterie dans ton char d'assaut. 10 à 15 fois plus. Donc le géologue, pas moi, hein, mais à qui on pose la question en disant est-ce qu'il va y avoir assez de cobalt ou je sais pas quoi, j'en sais rien. Enfin, tu as un facteur 10 entre le fait de dire qu'on va faire des petites bagnoles ou de faire des grandes bagnoles. Et puis combien de voitures on va faire? Est-ce qu'on va faire autant de voitures qu'aujourd'hui? Parce on possédera toujours autant de voitures et qu'on les changera aussi souvent. Quand je dis aussi souvent, tu vois, tous les 10-15 ans, je ne sais pas. Ou est-ce qu'on va dire, non, c'est des voitures électriques, donc en fait, le moteur électrique, il s'use très peu. En fait, on n'a plus besoin de les changer. Elles peuvent durer 30 ans. Le châssis, il ne rouille pas. C'est bon, hein, on a ce qu'il faut comme acier. Les fameux aciers de tout à l'heure. Donc voilà, tout est zingué, on résiste à la corrosion, c'est galvanisé. Donc, est-ce qu'on fait des voitures qui pourraient durer beaucoup plus longtemps? Alors, évidemment, ça pose des questions de business model pour toute la filière automobile. Hein. Est-ce qu'on d'ailleurs on fait autant de voitures effectivement? Parce qu'on pourrait dire aussi qu'elles seront plus partagées, etc., y compris peut-être grâce au numérique. Tu vois. Donc, tu as toute une série de paramètres comme ça où on pourrait vraiment aller dans la sobriété plus, quoi. Tout en ayant un service de mobilité quelque part. On parle souvent que c'est la fin plus de la voiture individuelle en quelque sorte. Puis après, dans un précédent talk, on expliquait un petit peu cet ordre de grandeur qu'il y avait, qu'effectivement un SUV aujourd'hui électrique,
Juste pour la batterie, hein, ça représente 2 voitures citadines, ça représente 16 mini-voitures, hein, les petites Axam qu'on peut avoir ici, et ça représente 250 vélos à assistance électrique. C'est ça, ouais, à peu près, ouais. C'est un ordre de grandeur qui est quand même assez important, et de se dire qu'effectivement, si on continue dans une voie de véhicules électriques, SUV type char d'assaut 2,5 tonnes, voilà, on creuse les inégalités en termes de mobilité dans les villes principalement, donc ou dans l'extérieur. Enfin, après tout ça c'est un débat, ça peut rentrer dans le champ politique. Et puis tu t'exposes à des difficultés géopolitiques complémentaires, à des tensions entre les différents pays utilisateurs qu'en voudront. Donc plus tu es dépendant de quelque chose et plus tu t'exposes à la castagne, quoi, un peu, hein, d'une certaine manière. Castagne, c'est bon, il comprend rien. Ouais, t'inquiète pas, ça passe. Tu voulais préciser encore un élément ou ouais, j'en prends juste encore peut-être un ou deux autres là, pour se finir sur cette histoire de sobriété systémique. Alors il y en a un que j'aime bien. Je ne sais pas comment vous faites, vous, ici, avec Proximus et tout ça. Il développe la 5G, je te dis. Les réseaux, alors ouais, ça je me doute qu'ils développent la 5G, mais c'est hyper important pour les téléchirurgiens. Hein. Sinon tu ne peux pas faire de la... Vous avez compris que c'était une blague, bien sûr. Ça, c'est un truc qui revient souvent dans l'histoire. C'est on a trouvé une technologie, ça va aider la santé. Absolument. Ouais. Dès qu'il y a un truc un peu contesté ou contestable, on utilise toujours le vecteur de la santé pour faire passer le truc. D'accord ? Donc la 5G, au départ, c'était la téléchirurgie. Donc, et puis très vite, les opposants à la 5G, dont je faisais partie aussi, mais hyper modestement pour le coup, j'ai dit d'accord, mais il n'y a pas le télé-anesthésiste et le télé-infirmier et le télé-salle de réveil, donc vous n'allez pas nous les opérer sur la place du village, donc pourquoi vous voulez tartiner le pays de 5G pour... non, vous allez fibrer l'hôpital et puis c'est réglé, quoi. Ou même mettre 3 antennes 5G dans l'hôpital. Une antenne 5G, ça fait quelques centaines de mètres. Non, mais tu auras un chat GPT anesthésie, tu vas lui poser la question, il va te dire comment faire. Ouais, alors figure-toi que depuis, j'ai entendu parler d'ambulance où tu es pris en charge par l'ambulance et grâce à la 5G dans l'ambulance, il y a des premiers tests qui sont faits sur les personnes. Ouais, alors maintenant, vous appelez aux urgences et puis il n'y a personne qui vous répond parce qu'évidemment, je crois qu'il y a une célèbre série qui s'appelle The Dropout avec ce genre de concept avec d'une personne qui s'appelle Elisabeth Hall. Méfiez-vous de l'argument médical. Voilà. Chaque fois parce que par exemple, il y a eu un débat, ça, on en a perdu un. Travailler chez Proximus en 5G. Qu'est-ce que je disais ? Ça y est, j'ai perdu. Oui. Pas de Proximus, là, cet été, on a eu un petit débat sur la justice sociale là, avec des gens qui prenaient des jets privés et qui allaient à des conférences, puis ils disaient oui, on va faire se serrer un peu la ceinture, faire la sobriété énergétique, puis ils repartaient en jet privé parce que leur temps était précieux. Hein, c'est Jean-Messi Djebari qui l'a dit il y a vraiment pas longtemps. Une interview, oui. Donc voilà. Et alors du coup, le premier argument, ça a été oui, mais il y a des transplants cardiaques et tout, c'est pour la chirurgie, de temps en temps, il faut effectivement transporter une valise réfrigérée, un truc. Donc toujours un peu cet argument de méfiez-vous. Voilà, quand il y a un truc sur le médical, méfiez-vous. Ce que Meta fait d'ailleurs aussi. Alors Meta, les pubs de Meta, c'est les chirurgiens qui apprennent avec le métavers. Ouais. Rendez-vous en 2025. On verra. 10 000 personnes licenciées chez Meta, je tiens à le préciser. Ouais, bah alors si c'était 10 000 développeurs métavers, tant pis pour eux. Hein. Voilà, ils vont trouver un autre job. Hein. Moi, je suis pas. Après, j'espère qu'il n'y a pas de drame et tout, que ça ne va pas me retomber dessus de dire ça, mais ouais, je ne cherche pas d'ennui. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Donc, pardon, on était sur la 5G. Ouais. Donc, la 5G, combien vous avez d'opérateurs ici ? 3, 4 ? 3 depuis toujours, depuis très longtemps. T'as des petits dérivés, genre donc, pour là, les jeunes et en tout. ce moment, j'ai quelque part là 3 antennes 2G, 3 antennes 3G, 3 antennes 4G, 3 antennes 5G qui sont toutes en train de cracher chacune pour récupérer les signaux de vos téléphones. C'est comme ça qu'on a organisé la concurrence dans les télécoms et c'est super parce que comme ça vous avez un forfait pas cher et tout. Moi j'habite dans un logement où j'ai pas 4 tuyaux d'eau ou 3 tuyaux d'eau qui arrivent, 3 tuyaux de gaz, 3 câbles électriques, quoi. Il y a un truc qui s'appelle un réseau et du coup on a décidé que la concurrence, elle s'organisait différemment, d'une autre manière, qu'il y avait un seul opérateur de réseau, finalement, qui venait réparer les trucs et tout, puis derrière, après, il y a des gens qui essayent de vendre des électrons plus ou moins virtuels, en fonction de comment marche le marché électrique européen, mais voilà, c'est ça l'idée. On pourrait faire un unique réseau d'accès, mutualisé, tout en laissant un bout de gâteau à chaque opérateur s'il râle en disant « toi tu fais telle région, de faire des concessions ». Et avec un unique réseau d'accès, tout le monde monte dessus. Ça coûterait même moins cher parce qu'il y aurait à la fin moins d'antennes à faire. On diviserait peut-être par 2 la consommation énergétique, c'est de cet ordre de grandeur-là, des réseaux d'accès. C'est quand même pas négligeable,
par an en France, c'est un petit réacteur sans corrosion sous contrainte, quoi, en gros. Hein. Ok. C'est quelques térawattheures. Chez nous, sans fissure. Voilà, oui, c'est ça. Hein. Donc c'est pas inintéressant, quoi. Et c'est pas dur à faire, parce qu'en fait, chaque opérateur... Pourquoi on gagne que 2? Parce que peut-être vous gagnerez même un peu moins avec 3 réseaux, mais parce qu'il y a déjà un petit peu de mutualisation, quand même. Ils montent un peu les uns sur les autres en toute intégrité. Et donc, voilà, ça c'est un autre exemple. On pourrait tout à fait dire... Voilà, moi je suis l'autorité de régulation des télécoms, je veux un rapport sur la mutualisation des réseaux, vous m'expliquez comment on fait, et puis voilà. Et en fait, on pourrait faire la concurrence comme ça, sans aucune difficulté. Et invisible du consommateur. Invisible. Donc voilà. Dernier exemple, allez, dans le domaine du bâtiment, on pourrait, eh bien, alors, une fois qu'on doit chauffer ces bâtiments, on fait la sobriété dont on n'a pas tout à l'heure, mais avant ça, il y a toute la question de l'énergie grise, quelque part, qui est incluse, embarquée, et les émissions de CO2, quelque part, dans la fabrication de la ville, quoi, la fabrication des nouveaux bâtiments, des infrastructures qui vont avec. Donc c'est quand même assez important, hein, puisque, en gros, ça doit être 50% à peu près de l'acier, et presque 100% du ciment. Hein. Et donc l'acier et le ciment sont les deux poids lourds climatiques, on est d'accord. Hein. S'ils avaient été à la COP, je ne sais plus combien, maintenant je ne compte plus. 27, 28 la prochaine. C'est tout? Ah bon? C'est pas mal déjà. Hein. 28 la prochaine dans le président. Donc ils avaient été à la COP. Patron de Petroleum. Voilà. Ah oui, c'est ça. Aux Émirats Arabes Unis. Voilà. Ouais, absolument. Donc la dernière fois c'était en Égypte. Voilà, s'ils avaient été en Égypte, l'acier et le ciment, ils étaient 3e ex aequo s'ils avaient été un pays, derrière les États-Unis et la Chine. Hein. Enfin, la Chine et les États-Unis. Donc, le béton, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre, c'est en tout cas immense. Ouais, facile, ouais, c'est 5-6, ouais, c'est ça. Et puis l'acier, c'est pareil dans ces eaux-là. Hyper difficile de décarboner ça. Soit l'acier, ça sera à l'hydrogène dont on parlait tout à l'heure, mais encore faudra-t-il avoir suffisamment d'hydrogène vert. C'est ça, mais donc du coup là il y a une sobriété naturelle qui se passe parce que le taux de production ne pourra pas être le même que sur un système fossile. Ne pourra pas être le même, ou alors on explosera nos quotas, quoi, tu vois, ce qu'on s'est autorisé comme budget. Toute la question, c'est est-ce qu'on peut tenir la trajectoire climatique tout en continuant à construire autant. Voilà. Et bien, dans la construction, alors je ne sais pas comment vous êtes ici en Belgique, mais nous, voilà, j'ai pris les chiffres français, pour faire très très simple. Quand on a un habitant de plus en France, on met 2 logements en chantier. Ça, c'est le rythme auquel on a été la dernière décennie. Non, mais Bien sûr, évidemment que ça fait partie de ça, parce qu'on n'est pas complètement, on est con, mais pas à ce point-là. On est bête, pardon, pas à ce point-là. Merci pour YouTube, c'est gentil. Oh. Donc, évidemment, il y a 2 phénomènes qui font un peu ce truc absurde, parce que peut-être ça vous choque pas, une personne, 2 logements, quand même. Ça veut dire que si je fais une maison dans laquelle je mets une famille de 4 personnes, c'est-à-dire en fait j'ai fabriqué 8 maisons en fait. D'accord, ah oui, non, c'est énorme. C'est quand même un truc un peu dingue. Donc les deux choses, c'est effectivement la décohabitation. On était 3,1 par foyer dans les années 60, on est 2,2 aujourd'hui. Donc c'est le vieillissement de la population, il y a du veuvage, il y a des taux des évolutions sociodémographiques, des taux de séparation, les familles recomposées, il y a plus d'étudiants, c'est aussi une bonne nouvelle. Quand vous avez plus d'étudiants, vous avez plus de logements, ils sont souvent tout seuls. Des fois, ils ne sont pas forcément tout seuls, mais c'est plus souvent. Donc voilà, il y a tous ces phénomènes-là, donc c'est la décohabitation. Puis un deuxième phénomène, en France, c'est la métropolisation, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que dans les 350 000 logements qu'on met effectivement en chantier chaque année et qui se rajoutent au stock, il y en a 250 000 en résidence principale, 50 000 en résidence secondaire et de tourisme essentiellement, et 50 000 vacants. Donc en fait, on vide des logements d'un côté, on en remplit de l'autre. Donc en France, il y a 3 millions de logements vacants. En fait, en vrai, il y en a peut-être que 1 million et quelques qui est vraiment disponible, parce que il y a une partie qui s'appelle la vacance frictionnelle, si vous voulez, c'est les héritages, les travaux, les ventes, etc. Donc tout n'est pas dispo, tout n'est pas sur le marché à l'instant T, mais il y en a qui sont vacants depuis plus de 2 ans, donc on sait qu'ils pourraient être investis, mais évidemment, ils ne sont pas à l'endroit où il faut, ils ne sont pas avec la forme qu'il faut, avec la surface qu'il faut, avec les baies vitrées qu'il faut, enfin voilà, tu as un peu tout ça. Donc, on est dans une machine, en fait, à continuer à fabriquer du logement neuf, alors qu'en fait, on a 3 millions de logements vacants et 8 millions de logements sous-occupés. C'est quoi un logement sous-occupé? C'est par exemple une famille, qui était avec une maison dimensionnée pour 4-5 personnes, j'en sais rien. Puis les enfants grandissent, vont faire des études, s'en vont, et puis voilà, on garde la maison. Donc qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus?
eh bien, c'est très délicat parce qu'évidemment, le logement, c'est lié au projet de vie. Voilà, on ne va pas dire aux gens, on ne va pas les chasser de chez eux en disant quitte ta baraque, tu es sous-occupé, là, il faut que tu laisses la place pour une famille. Donc ça ne marche pas comme ça, et heureusement. Mais on peut aller investir tout un champ de réflexion et d'action publique pour faire de la recohabitation. Ça peut être de l'habitat intergénérationnel. On voit des personnes âgées qui se mettent avec des étudiants. On voit des gens qui découpent un bout de leur logement pour accueillir un étudiant ou un jeune couple parce que leur maison est devenue trop grande. On voit des gens qui font plus de mobilité résidentielle, donc à un moment ils en ont marre de tondre la pelouse tous les week-ends sur 1000 m², et puis voilà, ils se rapprochent du centre-ville, ils n'ont plus besoin de prendre la voiture pour aller faire leurs courses, aller chez le kiné, chez le pharmacien. Voilà, il y a plein de manières de faire des choses comme ça, de l'habitat partagé, etc. Et tout ça, ça permettrait de fabriquer quelque part du mètre carré gratuit. Et ça ne marche pas que sur le logement, ça marche pour tous les logements publics, par exemple, tous les équipements publics. Voilà, une école, c'est pas très bien utilisé, une école. Alors peut-être ici l'ULB-6, mais une école, on va dire, normale, pas normale pour les plus petits, c'est pas utilisé le soir, c'est pas utilisé le week-end, c'est pas ou peu utilisé pendant les vacances. Voilà, on peut imaginer d'accueillir des associations, d'accueillir des clubs avec un schéma de clés, des choses comme ça. Il y a des entreprises qui commencent à dire notre resto d'entreprise, en fait, il se transforme en restaurant, en vrai restaurant. La cantine, quelque part, se transforme, on la décore un peu mieux et tout, mais ça devient un restaurant le soir, ça devient un restaurant le week-end. Mutualiser on peut ouvrir mutualiser les parkings, mutualiser les salles de réunion, ouvrir les bâtiments sur la ville. Ouais, il y a plein de choses à imaginer pour intensifier l'usage des lieux, l'usage du patrimoine existant, et c'est même valable pour les locaux d'entreprise, quelque part, les activités. On a construit beaucoup, alors, je sais pas, ici, je pense que vous aussi, mais voilà, à un moment où le sol c'était pas un problème, c'était pas une ressource rare, le foncier, voilà, on pouvait s'étaler, on l'a fait pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, et bien voilà, finalement on donnait pour pas très cher des parcelles, et puis on construisait sa boîte dessus, avec le parking qui allait bien, la zone de retournement du 38 tonnes, le machin de stockage, je sais pas quoi. Aujourd'hui, tout ce truc-là, c'est un tissu qui est assez lâche d'un point de vue urbain, et qu'on peut venir un peu densifier, qu'on peut venir mutualiser, qu'on peut venir même, on peut même faire évoluer un peu les fonctions entre un peu d'habitat, un peu d'activité. Enfin, il faut faire ça intelligemment, avec des urbanistes qui travaillent bien, mais voilà, il y a tout un pan possible de trucs comme ça. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, et on pourrait même aller plus loin encore pour finir sur cette question de l'habitat. On pourrait même imaginer, tout à l'heure on parlait de la sobriété avec des petites voitures et des vélos électriques. Alors tout le monde ne peut pas monter sur un vélo électrique, donc il faudra sans doute un peu... Tu peux mettre 2 roues à l'arrière comme ça. Voilà, oui, non mais tu vois, à un moment, il y a un certain âge, etc. Bien sûr. Bon, voilà. Puis tu as des fonctions pour lesquelles tu as besoin de voitures, je sais pas, les pompiers, la police, que sais-je, bon, voilà. Donc, tu peux imaginer demain qu'au lieu d'aller tous s'installer et se tasser dans des métropoles ou des mégapoles qui vont devenir de plus en plus hautes, etc., qui n'est pas forcément quelque chose de très bien d'un point de vue environnemental, parce que c'est consommateur justement de ressources et tout. Voilà, une tour, c'est jamais très écolo, en fait. Il faut descendre plus en profondeur les fondations, il faut des équipements techniques, des surpresseurs, des ascenseurs, des trucs, tu perds de la place dans les circulations, etc. Donc c'est très intense quelque part en énergie, même si toutes les tours sont par définition écolo maintenant, quand elles sont construites. Mais on pourrait au contraire aller rechercher l'échelle de la ville moyenne, de la petite ville, et presque aller demain vers de la démobilité. C'est-à-dire de dire si dans les villes moyennes, il y avait les emplois, les services, l'offre médicale, l'offre culturelle, l'offre scolaire, même des petites universités, des machins, des beaux trucs, tu peux imaginer demain, voilà, de ne plus être dans un monde où tu es obligé de te taper une demi-heure de voiture pour aller au boulot le matin dans les embouteillages, plus 3/4 d'heure pour déposer le petit à l'école de danse et la petite à l'école de... Que tout soit à 15 minutes, à pied ou dans un peu transport cette idée, facile. voilà, exactement, mais pas que dans la grande ville, parce que évidemment, la ville du quart d'heure, elle a un peu un côté, c'est dans les grandes villes que tu peux faire la ville du quart d'heure, parce que voilà, tu as tous les transports en commun, tu as toutes les aménités, comme on dit, tu as tous les commerces, tu as toutes les spécialités. Tu fais pas ça dans le Brabant, voilà. Ça c'est sûr. Exactement, mais de retrouver quand même une échelle intermédiaire où tu pourrais aussi faire ça dans des villes, j'en sais rien, de 50 000, 100 000 habitants, et où aujourd'hui on trouve justement toute une partie des logements vacants dont on parlait tout à l'heure. Justement, avec cette fameuse idée de contrainte et cette idée d'opportunité, est-ce que c'est pas justement de la contrainte que viendra l'opportunité? Parce que en fait, la sobriété est en fait techniquement inscrite dans notre avenir commun. On a absolument un problème climatique à devoir gérer, sans parler de tous les autres problèmes dont l'énergie est bien sûr
l'énergie abondante est bien sûr une des causes principales, les énergies fossiles. À partir du moment où on doit réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire la part de pétrole, gaz et charbon dans le mix énergétique du monde entier, et y compris chez nous, on n'est pas producteur nous-mêmes en Europe, à partir du moment où l'extraction fonctionne sur un système fossilisé, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, diminuer la part de fossiles, alors ça dépend ce qu'on en fait, de ce qu'on peut toujours avoir et utiliser dans notre budget carbone restant, mais est-ce que dans cette notion de sobriété où on essaye quand même d'extraire quelques métaux, essayer de pouvoir les utiliser à bon escient, quoi qu'il arrive, réduire la part de fossiles, c'est réduire les extractions, c'est réduire nos possibilités en général. Donc, en fait, est-ce que c'est pas simplement quelque chose dans lequel l'idée de sobriété devrait plus intégrer le domaine politique naturellement, le domaine scientifique naturellement, et surtout le domaine de l'éducation, que ce soit à travers les médias, à travers les écoles, parce que c'est quelque chose en fait qui nous prépare à quelque chose qui est inéluctable en quelque sorte. Ouais, alors on pourrait, moi j'avais été j'ai été un des contributeurs peut-être bien modestement à cette idée que finalement le pic des énergies fossiles allait aussi conduire à un pic de tout à un moment, parce que effectivement il y a une interaction très forte entre l'extraction d'énergie fossile et l'extraction minière. Aussi, ouais. Voilà, et la transformation aussi d'ailleurs. Alors des fois, pour l'aluminium par exemple, c'est plutôt de l'extraction à partir d'électricité. Mais bon, effectivement, aujourd'hui, par exemple, les autres métaux, c'est plutôt effectivement du charbon, du fioul, du gaz ou autre. Mais déjà, pour extraire, voilà, tu as des machines qui font 300 tonnes de charge utile. C'est des gros engins. Ceux-là, pour le coup, ils ne seront pas électriques, jamais. Donc, voilà, il faut mettre du fioul dedans et ça consomme. Donc, effectivement, si tu as une tension, tu peux te poser la question de vers où tu vas flécher, effectivement, le budget qui te reste, tu vois. Moi, je pense pas que la contrainte budget carbone, elle soit trop, qu'elle implique trop de choses pour les métaux. Je pense qu'à long terme, on a vraiment un problème. Mais je sais pas ce que ça veut dire long terme. Voilà, c'est pas grave, on sera plus là, tout ça cool, détendons-nous. Mais je pense qu'il y a un moment où, voilà, aujourd'hui, on est obligé d'aller dans des mines de plus en plus profondes. On va faire des méga mines, méga profonde, méga mécanisée. C'est ça le business model de la mine du futur. Parce que les mines d'en haut, où on gratouillait des endroits où ça a été très concentré, ou bien concentré, on a fait le tour. Alors il y en a quelques-unes encore qui crachent bien, hein, à quelques endroits, mais globalement, on est obligé maintenant, les nouveaux projets miniers, ils sont moins concentrés, des minerais plus pauvres et plus profonds. Là, par contre, il y a de la quantité, encore, pour beaucoup de minerais. Mais du coup, il faut faire des méga mines. Et donc, du coup, voilà, tu vas pas réussir à faire des petites mines très profondes, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas faire de l'artisanal à 1 kilomètre de profondeur, quoi. Ça marche pas comme ça. Donc, du coup, moi je pense que ça va continuer encore un peu, on verra. Mais après, il y a peut-être de l'ordre de quelques pourcents du pétrole mondial qui sert à transporter ces gros camions et les grosses excavatrices et les machins. Tu vois, t'es pas dans des proportions énormes. C'est comme si on disait, par exemple, le pic de pétrole va nous poser un problème dans l'agriculture. Moi, je ne pense pas que le pic de pétrole, en plus, je pense pas que le pic de pétrole pose en tant que tel un problème dans l'agriculture. Ou un pic du gaz, par exemple, qui viendrait de toute façon derrière. Tu arrives toujours à dire, je flèche une partie, si je n'utilise que 2-3% du pétrole dans mes machines agricoles, bah oui, à un moment, la puissance publique, elle va flécher ça, elle va dire, c'est pour les tracteurs, point barre. Enfin, il suffit de regarder ce qui s'est passé pour la crise sanitaire. Il y a un moment où, on pourrait dire dans le monde un peu collapso, dont je respecte les réflexions, mais il y avait cette idée de dire on passe le pic de pétrole et puis les voitures de pompiers vont s'arrêter, quoi. Il y a un peu cette idée de la société s'écroule parce qu'en fait elle est plus biberonnée au truc qui coule à flot, et donc en fait on s'aperçoit que ça ne marche pas comme ça. Dès qu'il y a une petite contrainte, la puissance publique, c'est le robinet d'abord à bien liberticide. C'est les cartes qui sont dire, redistribuées. ok, il y a moins de dispo, mais on va organiser un petit peu la queue aux stations-service, quoi. Alors, on va voir qui passe en premier. Et donc les premiers, c'est les cartes de CRS, les voitures de pompiers, etc. Donc il y a plutôt eu une montée en puissance de la force publique, on pourrait dire, qu'au contraire un délitement. Et donc moi je pense qu'effectivement, tu peux tout à fait encaissé presque du jour au lendemain. C'est un peu ce qui s'est passé avec Covid, d'une certaine manière. Bien sûr que c'est très gênant, ça bloque des trucs et tout, mais du jour au lendemain, tu peux dire moins 20% de pétrole dans un pays.
sans que le pays s'écroule. Parce que, en fait, il suffit de regarder la proportion de pétrole qui sert à faire des trucs le week-end ou pendant les vacances ou pour aller voir des copains. Donc tu commences par contraindre ça. Et puis après, tu commences à dire, oulala, pour aller au boulot, je vais covoiturer. C'est bien pénible, mais pas le choix. Donc voilà, je vais aller voir le voisin, puis on va regarder comment on fait. Et donc en fait, tu as une élasticité, c'est celle qu'on a vue un petit peu. C'est ça. Et donc, après, il y a des endroits pour le coup où c'est pas du tout élastique et c'est hyper critique. Donc effectivement, si tu n'as pas assez d'engrais, si tu n'as pas assez de trucs pour mettre une machine, mais cette partie-là, elle est en fait, c'est pas une grosse partie de mon point de vue. Donc par contre, ce que ça embarque, cette histoire-là, c'est que ça embarque des enjeux énormes de justice sociale, de stabilité sociale. Parce qu'évidemment, quand on dit il suffit d'aller moins loin et de ne pas prendre la bagnole pour aller chez les beaux-parents le week-end, oui, tu vois, s'il y en a qui peuvent continuer, d'autres pas, c'est là que la tension peut un peu apparaître. Donc voilà, moi je pense pas que, je pense qu'il faut pas attendre d'un espèce de pic soit un pic volontaire, un pic de la demande, ce qui est peut-être un peu en train de se passer quand même avec un certain nombre de programmes de développement d'énergie renouvelable et tout. Je ne sais pas est-ce qu'on va passer un pic de l'offre ou un pic de la demande sur le pétrole, bien malin qui pourrait le dire. Je ne sais pas ce que dit Jean-Marc quand tu l'invites, mais voilà. Les conversations sont très longues. Bon, voilà. Donc, moi, c'est pas ça qui va faire que tout à coup les trucs vont se relocaliser, qu'on va devenir des éco-consommateurs citoyens locaux et tout. Non, ça va pas tout à fait marcher comme ça parce qu'en fait, il y a quand même une grosse partie du gaz on utilise pour se chauffer. Donc, si tu commences à chauffer moins, mécaniquement, tu en économises une bonne partie. Et dans des industries potentiellement de temps en temps un peu stupides ou pas stupides, mais tu dis je vais m'en passer, tu vois. On citait tout à l'heure l'exemple de dire les verriers à un moment ils s'arrêtent, ils disent oui, alors comment on va faire, oulala, on va récupérer des bouteilles pour embouteiller le vin ou je sais pas quoi. Donc tu as quand même t'as une gamme possible d'intervention qui est très importante, quoi, je pense. Si tu avais une baguette magique, avant de passer à vos questions, qui te permettrait là maintenant d'adapter les cours éventuellement dans tout ce qui est domaine par exemple en faculté de Polytechnique et tout ça, en matière de réforme, alors tu ne connais sans doute pas le programme belge, maintenant en tant qu'ingénieur peut-être que tu as un certain background sur la situation un petit peu en France et en Belgique. Mais si tu avais une baguette magique, toi, tu ferais quoi et tu te demanderais par quoi tu transformerais les écoles polytechniques, par exemple? Alors, je suis très embêté avec cette question qu'en plus on n'a pas préparée, puisqu'on peut maintenant dévoiler le fait qu'on était en totale improvisation. Oh mon Dieu, je suis démasqué. Ouais, voilà. Non, mais j'ai contribué ici et là vraiment très, très ponctuellement à des réflexions sur les INSA, par exemple, en France, avec le Shift Project. J'aimerais pas être à la place, effectivement, des directeurs des études ou des directeurs, ou des recteurs. Je veux bien un titre de docteur honoris causa, éventuellement, dans 20 ans ou 30 ans, mais pas de directeur. Non, je blague. Parce qu'en fait, il faut que tout se transforme en même temps. C'est-à-dire que c'est quoi la mission bien sûr que des élèves réclament et continuer, bien sûr, et amplifier le fait de réclamer des enseignements qui sont fléchés sur les besoins de demain. Bien sûr qu'un certain nombre de profs réclament aussi, et tant mieux, et continuer, et amplifier, et faites masse critique pour réclamer ça. Mais, in fine, le rôle, aujourd'hui, en tout cas, assigné à un directeur ou une directrice d'école ou d'études, c'est de maximiser l'employabilité des élèves en sortie. C'est ça le boulot. Des bons élèves vont venir pour, quelque part, parce qu'ils ne viennent pas juste pour dire je vais partir faire de la permaculture et quitter. Ça peut être un très beau projet de vie, c'est pas la question, mais il y a quand même un peu ça. Donc il faut que la transformation des enseignements, elle se fasse aussi un petit peu avec la transformation des business models et des besoins dans les entreprises, que ce soit des petites, des moyennes, des grandes entreprises. Donc voilà, je me dis, on peut tout à fait, bien sûr qu'on voit bien comment on peut venir complètement perturber un certain nombre d'enseignements, les modifier avec ces questions de limites planétaires, ces questions des enjeux de demain, de conception par exemple de design, de design bien plus optimisé, de questions de prise en compte du cycle de vie complet des trucs et puis de leur réparabilité, de leur démantèlement en fin de vie le plus optimisé possible, des questions socio-techniques, pas juste techniques, c'est-à-dire de dire en fait tout ça c'est une histoire d'usage, de comportement, pas seulement de technique. On voit bien que quand on met un objet très technique, très optimisé,
dans les mains du consommateur. Après, il le dévoie. Voilà, les smart buildings, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont déçus par leur smart building parce que ça ne rapporte pas, ça ne consomme pas ce qu'on leur avait promis, et les gens coincent des manches à balai dans les fenêtres pour les laisser ouvertes et je ne sais pas quoi. Il y a un peu de tout. Donc, tout ça, c'est hyper intéressant. Mais après, il y a petit risque de dissonance cognitive à la sortie de l'école, quoi. Si après, il faut dire, bon, bah alors, chez qui je vais bosser, waouh. Et pour faire quoi? Waouh. Alors, donc c'est un mélange. Il y a des gens qui seront plus à l'aise à dire je vais faire mes armes pendant 5 à 10 ans dans une grande boîte, il fait plus chaud à l'intérieur, et puis je vais essayer de transformer le truc de l'intérieur, et puis au bout d'un moment, en fait, on aura une masse critique de gens dedans qui feront que ouais, c'est super, peut-être. Mais même avec que des gens hyper motivés, enfin, c'est compliqué une entreprise en fait. Je pense qu'il faut. Moi, je stigmatise pas l'entreprise, loin de là, moi je suis dedans. Donc je vis dans l'entreprise, j'ai toujours vécu dans l'entreprise. Tu n'es même patron d'entreprise. Ouais, alors patron, ça vaut ce que ça vaut. Enfin, tu vois, je suis responsable de moi-même, quoi. Enfin, je veux dire, si je veux embaucher un stagiaire, il faut que je le vende à 4 personnes. Donc, je suis moins patron que plein de gens. Hein, mais du coup, oui, tu peux dire, tu n'as que des gens motivés. Bon, bah, déjà, est-ce que ton actionnaire est d'accord ou pas d'accord? Ça dépend est-ce que tu es en train de faire un harakiri sur le chiffre d'affaires ou pas. Si tu vends moins de fer à repasser, d'aspirateurs, je sais pas quoi, bah, oui, d'accord, mais attendez, et du coup, les résultats, etc. Imagine que ton actionnaire est d'accord, c'est-à-dire que tu es propriétaire même de ta boîte. Donc là, c'est top, tu as toutes les solutions. Ton comité de direction peut ne pas être d'accord. Parce que si tu n'es pas en croissance, en fait, tu n'offres pas des carrières sympathiques à tes cadres qui ont envie de progresser. Ça, c'était un peu la théorie de John Kenneth Galbraith dans les années 60, qui avait expliqué la multinationalisation. Vous savez, ce mouvement dans les années 60 des grandes entreprises américaines qui ont développé partout. En fait, il disait, dans les entreprises, ce n'est pas les actionnaires qui ont le pouvoir, ce sont les managers. Les équipes de managers. Et du coup, la multinationalisation, c'est juste pour offrir des carrières aux managers. C'est un truc un peu de dingue, vous voyez. Et je pense que ça marche encore un peu comme ça, peut-être un peu différent, c'est plus vraiment la multinationale, mais par exemple, voilà, je veux dire, moi, si je suis directeur international et que mon périmètre, c'est que l'Europe, il y a un moment, si j'achète une boîte aussi en Australie et une en Afrique, du coup, je vais être directeur national, mais dessous, j'aurai un responsable EMEA, Europe, Middle East and Africa, et puis un responsable Southeast Asia, Australia, et donc je monte d'un cran quelque part, tu vois. Il faut que je sois payé plus et tout. Vous rigolez, mais c'est de la sociologie d'entreprise, vous verrez quand vous y serez. Pour les anciens, vous pourrez témoigner. Donc, il y avait cette idée-là. Donc ça pourrait... Imagine maintenant que tu as un comité de direction qui est hyper motivé, tout le monde en veut. Allez, on fait. Tes syndicats, peut-être, vont pas être d'accord. Parce que est-ce que ça détruit de l'emploi ou ça détruit pas de l'emploi? Donc là, tu parles d'un changement de mentalité, donc au-delà plus que de mentalité, parce que je parle des jobs, enfin, tu vois, c'est de la vraie vie des vrais gens et tout. Donc est-ce que le parcours que propose une entreprise qui change son business model profondément, est-ce que c'est un parcours de décroissance des effectifs, ou de croissance des effectifs, ou de stabilité des effectifs? Bah, la question peut se poser, tu vois. Donc voilà, tout ça, c'est très complexe. Et il n'y a pas les méchantes entreprises et les gentils citoyens. On est tous, globalement, des deux côtés. Et donc, on a tous envie de faire des trucs dans les entreprises et on peut être potentiellement un peu frustré que ça avance pas assez vite. Et puis, idem en tant que citoyen, mais tout ça, ça interagit. Et, voilà. Donc, mon sentiment est que les entreprises, elles ne sont pas tout à fait prêtes. Alors, dire les entreprises, pareil, ça ne veut rien dire, tu vois, entre l'entreprise du plombier, 10 personnes, et la grosse multinationale, voilà. Tout ça, donc, bien sûr. Donc voilà, mais on va dire, pour faire simple, si je prends plutôt les entreprises qui recrutent des cadres de haut niveau, comme dans cette prestigieuse école, elles sont pas prêtes, elles n'ont pas forcément envie, même si en fait c'est bourré de gens qui ont envie dedans. Parce que voilà, chacun est citoyen, père ou grand-père, ou mère ou grand-mère, etc., ou futur. Et donc, il y a des envies de partout, mais après, le système verrouille un peu, pas le système au sens complotiste, je sais pas quoi, des décisions sur des arbitrages, sur des prises de risques ou pas des prises de risques. Par exemple, dans l'agence d'architecture, on est à fond dedans, à fond sur les questions de post-carbone, d'éco-matériaux, de biomatériaux, de géomatériaux, construire en terre et je sais pas quoi, et de faire du réemploi, de concevoir justement, de tuer les mètres carrés au début du projet en disant moins je construis mètres carrés, plus ça sera... Quand je fais ça, tu acceptes de faire moins de chiffre d'affaires potentiellement. Tu dis je vais faire un truc plus petit. Voilà. Ou alors tu fais du réemploi, mais ça va coûter plus cher. Ah oui, alors qu'est-ce que je fais? Parce que moi on me demande que ça soit moins cher aussi. En même temps, le client il ne veut pas payer un truc plus cher. Donc tu es en permanence dans des espèces d'arbitrage très, très compliqués. Donc tant qu'à mon avis, la puissance publique à différents étages ne vient pas modifier plus profondément les règles du jeu dans lesquelles
jouent les entreprises, quoi, parce que voilà, une entreprise, c'est juste une organisation sous contrainte qui délivre un certain nombre de trucs, eh bien, ça va rester compliqué. Et donc, pour retirer ça sur la question de l'employabilité et de l'enseignement, voilà, faut que tout ça, ça bouge un peu en même temps, quoi. Philippe, merci beaucoup. Merci pour cette sympathique conférence. On va passer à vos questions dans quelques instants. Et je vois que ça lève déjà les mains. Alors, on va vous faire tourner le micro. Je me permets de t'applaudir quand même. Merci. J'apprends à chaque fois des choses avec toi. C'est bien. Heureusement que j'enregistre ça pour me le réécouter après quand même. Deuxième partie de la vidéo, questions et réponses du public. Je te passe le micro, à toi de jouer. Bonjour, Oliver Beguin, étudiant à l'école. En fait, dans une interview précédente, vous parliez, par exemple sur Elucide, la chaîne YouTube, vous parliez de la vision d'une économie soutenable par des économistes comme John Stuart Mill, et comme une solution. Et donc je me demandais, est-ce que j'ai cherché un peu de la documentation là-dessus, j'ai pas trouvé grand-chose. Je me demandais si vous pouviez développer un peu ou en quoi ce serait une solution pour nous. Merci. Ouais, alors du coup, en fait, j'ai cité John Stuart Mill parce que le dernier livre que j'ai coécrit s'appelle La ville stationnaire, donc un peu provoque, hein, parce qu'évidemment la ville, on a envie qu'elle se développe et tout ça, que ça grandisse et que ça accueille les populations et je sais pas quoi, et de l'activité économique. Et donc la ville stationnaire, c'est un peu évidemment provoque, comme souvent je suis, et du coup, on s'est référé à l'état stationnaire de John Stuart Mill, qui est en fait un économiste du 19e, qu'on a plutôt retenu pour son aspect un peu libéral. Voilà, enfin, on en a retenu ce qu'on voulait, je dirais. Mais c'était vraiment un gars intéressant, un philosophe et tout, un peu féministe d'ailleurs. Il était pour le droit de vote des femmes dans les années 1860, c'est pas mal. Et donc lui, c'est un des rares à pas avoir vu la fin de la croissance comme une espèce de truc inéluctable et horrible. Voilà, il disait, à passer un certain degré de richesse, quelque part, on pourrait aller vers un état stationnaire, et donc ça empêcherait pas, cet état stationnaire n'empêcherait pas le progrès humain, le progrès des arts, des sciences, etc. Voilà. Et donc du coup, on a dit, tiens, nous on va faire pareil, on va faire la ville stationnaire. Donc notre éditeur a un peu des sueurs froides et tout, bon voilà, tant pis. Et du coup, la ville stationnaire, c'est une ville qui arrêtait de croître, du coup, donc de manger des terres agricoles, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, en gros. Et ça n'empêche pas, ça ne veut pas dire qu'elle est figée. Elle peut se transformer, se réhabiliter, se rénover, se densifier doucement et intelligemment, etc. Voilà. Donc ça venait un peu de là. Par contre, dans le domaine économique, je ne suis pas un grand fan de l'État stationnaire. Parce que quand tu crames 100 milliards de ressources, de tonnes par an et que tu extrais avec tes gros tractopelles et tes machins, tu vois, stationnaire, vu qu'aujourd'hui on mange du capital naturel, ça ne marche pas. Donc, du coup, il te faut une économie qui, en tout cas pour les flux physiques, est en décroissance. Appelons un chat un chat. Et puis derrière, si tu dis que tu n'arrives pas à faire du découplage, ça veut dire que ton économie tout court, potentiellement, est en décroissance. Et après, même jusqu'à où ça va, j'en sais rien, parce que tu ne peux pas déterminer, finalement, c'est un peu moi ce qui m'avait fait tomber dans la table de Mendeleïev, un peu en panique d'abord, et puis c'est devenu un peu une passion, on pourrait dire ça comme ça. C'est le fait que tu as une partie des ressources qui sont non renouvelables, qui ne se renouvellent pas à l'échelle humaine. Donc, je tape dans un stock de cuivre qui est énorme, mais je tape dedans. Donc, donc, tant que j'ai besoin de remplacer des trucs de cuivre et qu'il y en a une petite partie qui est perdue parce que je ne la recycle pas, en fait, il y a un moment, est-ce que c'est dans 100 000 ans qu'on a un problème, dans 1 million d'années, dans 40 ans, je ne sais pas, tu vois, mais tu as quand même ce sujet-là. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, du coup, pour peut-être ne pas répondre à ta question, mais c'est le principe, hein, c'est que quasiment personne ne travaille aujourd'hui sur cette économie de la post-croissance ou de la décroissance. C'est pas vrai. Enfin, c'est pas que c'est pas vrai, mais soit tu as des économistes un peu, tu as des débats sur est-ce qu'il faut laisser plutôt faire le marché, plutôt subventionner, plutôt, etc., plutôt planifier. Voilà. Là, il y a des choses. Être plutôt keynésien et puis aider à la transformation économique, ou alors non, ça va se passer tout seul parce que le prix des batteries s'écroule, le prix des panneaux photovoltaïques s'écroule, et donc à la fin, tout ça, ça fait que ça va se passer tout seul, bon monsieur, il y en a aussi qui disent ça. Hein. Mais personne bosse sur le truc de dire non. Et si on doit faire la décroissance, comment est-ce que tu payes les retraites, le truc, la protection sociale, comment ça marche, comment les entreprises peuvent servir la dette, tu vois,
si tu as une dette, qu'elle soit publique ou privée, il faut que la masse monétaire augmente, je pense, avec le temps, au moins à la vitesse du taux d'intérêt moyen, quoi. Sinon, tu banqueroutes forcément. Parce que tu vois. Donc, on n'a rien de tout ça. Voilà. Et donc, à mon avis, il devient urgent, effectivement, de réfléchir à ça et d'avoir des écoles, je ne sais pas comment dire ça, d'économistes qui vraiment s'emparent de ce sujet, se disent oui, comment ça serait possible, et non seulement de décrire un État qui fonctionnerait, mais comment on y va en plus. Merci pour la réponse. Alors, on va prendre deux questions. Mais attention, j'en ai une ici derrière moi, mais je voudrais que la deuxième soit une question féminine de préférence, même si on est en Polytech. Donc s'il y a une demoiselle qui voudrait poser une question, pour essayer de ramener un peu plus de... Alors on n'est pas du tout en parité, il ne faut pas hésiter à lever la main. Voilà, la personne peut réfléchir en attendant. Ah, super, parfait. Mais entre-temps, je te passe la question à toi, vas-y. Et on est bientôt à la conclusion, comme ça, pas besoin de roman, tu peux le faire plus court, hein, si tu peux le faire. Merci Philippe. D'accord. C'est gentil. C'est pas ma spécialité. Mais j'aime tes romans. Je m'appelle Nolan, je suis étudiant ici à l'école polytechnique en première année. Et ma question porte sur le nucléaire avec toute la naïveté qu'elle peut comporter, mais c'est pas grave, je vais quand même la poser. En fait, j'ai lu dans quelques articles que la transition énergétique pouvait s'opérer en décarbonant l'industrie lourde, donc c'est-à-dire l'industrie minière ou ce genre de choses, la métallurgie, la sidérurgie, etc. Et qu'il fallait à ce titre diriger la production d'énergie, d'électricité décarbonée vers l'industrie lourde. Et en fait, cela suppose également qu'on utilise de l'énergie, qu'on produise de l'énergie à bas coût. Et j'ai lu encore quelques articles qui disaient que dans le mix énergétique idéal, il faudrait qu'il y ait de l'hydroélectricité ou encore du nucléaire. Et justement, ce que je voulais savoir, c'est quelle est la place du nucléaire aujourd'hui dans le mix énergétique. Je ne pose pas cette question de façon, aléatoire. Je me pose vraiment la question parce qu'en tant que futur ingénieur, je me demande s'il faudrait peut-être investir la filière du nucléaire ou pas, si c'est une idée intéressante. Et voilà, c'est simplement sur ça que porte ma question. Waouh, vous avez 3 heures. Non, mais alors, juste en quelques éléments de réponse. Le premier, c'est que tu n'es pas obligé de relancer un grand programme nucléaire pour aller travailler dans le nucléaire. On va avoir besoin, de toute manière, de plein de compétences dans le nucléaire. Ne serait-ce que pour gérer du démantèlement, gérer les trucs existants, gérer les déchets. Donc, heureusement, et oui, qu'il y a des gens qui veulent y aller. Même si on ne lance pas un grand programme. D'accord ? Donc, parce que déjà, tu as les pépi boomers qui vont partir à la retraite, là, et donc il y a besoin de maintenir un certain nombre de compétences, sinon on va faire des conneries, même avec le parc existant. Okay. Donc voilà, ça peut permettre, si tu as une passion pour les actinides mineurs, voilà. Ensuite, quand tu dis à part du mix, la question c'est à quel horizon ? Parce que toute la question, c'est la vitesse à laquelle on peut faire une transition ou pas. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais à propos de l'hydrogène que les gens qui allaient installer des électrolyseurs, ils n'étaient pas d'accord pour qu'ils tournent 20% du temps. Donc le fantasme des gens qui vont installer des électrolyseurs, c'est de les mettre aux fesses d'une centrale nucléaire. Parce que là, quand il n'y a pas les corrosions, les machins, les trucs, du coup, ça peut cracher 85%, 90% du temps. D'accord. Donc du coup, on voit bien cette idée de dire des trucs qui vont produire de manière continue pour alimenter effectivement de la production d'hydrogène en quantité suffisante pour l'acier, pour les nitrates, voilà, pour quelques trucs comme ça. Bon, après, si tu veux décarboner pas cher, tu vois, déjà pas cher, on peut se poser la question, tu vois, est-ce que c'est vraiment pas cher le nucléaire, quoi. Dans le passé, on disait que c'était pas cher. On continue à avoir des mécanismes de revente d'électricité nucléaire où c'est pas cher, effectivement, mais bon, quand même, si tu mets tous les coûts ensemble, tu vois, y compris les opérations militaires au Niger et je sais pas quoi, tu vois, même le bilan carbone s'alourdirait, tu vois, globalement. Parce qu'il faut quand même garantir des filières d'approvisionnement, l'air de rien, qui sont pas négligeables. Ensuite, il y a la question de dire à quelle vitesse on peut faire ça. Parce que si tu dis oui, c'est pour aider à la transition, c'est un amortisseur de la transition. Vous voyez à qui je pense en disant ça. Bon. Quelqu'un que je respecte tout à fait, d'ailleurs, c'est pas la question. Hein. On a déjà débattu de ça. Mais bah, si tu dis le temps de faire un EPR2, les études de l'EPR2 auxquelles tu vas contribuer, plus la validation des autorités de sûreté, plus les enquêtes publiques, plus le chantier, on n'est jamais à l'heure, plus tu raccordes en 2040, quoi, en décidant maintenant. Hein.
et en commandant les chaudières maintenant. Tu vois, tu te dis, waouh, ouais, parce qu'il y a des filières à reconstruire et tout, c'est quand même... Donc 2040, tu vois, tu as déjà, enfin, si on a tenu jusqu'à 2040 100, on peut peut-être tenir 100 après, tu vois, je ne sais pas, c'est une grande question. En fait, moi, ce que ça m'ouvre, c'est que, si tu veux, dans ce débat-là, on ne se pose jamais la question de la flexibilité de la demande. Alors, je balaye l'hydraulique aussi, parce qu'en fait, l'hydraulique, ça serait hyper utile à cracher à jet continu, s'il y avait assez d'eau. Mais en fait, non, il n'y a quand même pas assez d'eau, donc on l'utilise plutôt pour gérer l'hyperpointe. Tu vois, c'est vraiment, tu ouvres les barrages, hein, et en 1 minute, tu es capable d'assumer les gens qui ouvrent leur plaque électrique tous en même temps le soir en rentrant. Pourquoi je disais ça? Je suis perdu. Oui, la question de la demande. En fait, aujourd'hui, on dit, quelles que soient les conditions de météo, etc., on va faire des énergies renouvelables, mais je veux que, quand j'appuie sur l'interrupteur, ça s'allume. Quelles que soient les conditions. Pour faire ce truc, soit tu finis avec effectivement un système un peu de dingue en termes de production, en termes de stockage. Il te faut des stations de pompage, turbinage, il te faut des batteries, il te faut de l'hydrogène, il faut que tu tapes dans tous les sens de partout. Et croyez-moi, sur les territoires, ça va se voir. Donc ça va aussi se tendre un peu sur ça. Soit, mais ça on ne l'aborde pas aujourd'hui, on pourrait dire, mais en fait non, on va faire beaucoup plus de renouvelables, mais du coup on va adapter notre manière de vivre et de produire à la variabilité des renouvelables. Je vais prendre je sais pas, un exemple stupide. Si dans le futur, par exemple en France, il y a des scénarios qui montent à peut-être 40% d'éolien, du mix électrique en 2050, ça commence à être musclé, hein. 40% d'éolien, ça veut dire que pendant une semaine où il n'y a pas de vent en 2050, il faut que j'ai stocké 40% d'une semaine de consommation électrique de la France. Je fais ça simple. Ça fait un petit paquet de batteries, hein, et de trucs comme ça. D'accord? Tu as une autre solution, c'est de dire, il y a une semaine sans vent sur l'Europe, on le sait, il y a la météo, les machins. J'arrête les machins d'aluminium, je sais pas quoi, on coupe le chauffage, on descend à 12 degrés. Pendant donc le 4e, le 5e, le 6e jour, ça devient vraiment pas sympa. Mais so what, quoi. Après, ça repart, quoi. Ben, entre ces deux trucs-là, tu vois, tu installes pas le même système électrique, en fait. Donc, on pourrait dire, ah ben, c'est un peu n'importe quoi, c'est désagréable, tu vois, il y a un peu un côté moyenâgeux, tu vois. Tu pourrais dire, au Moyen-Âge, il y avait plein de moulins au fil de l'eau. Heureusement qu'on avait ces moulins, c'est ce qu'on appelle la révolution industrielle du Moyen-Âge. Hein. Il n'y a pas eu c'est pas des âges sombres, le Moyen-Âge, d'un point de vue technologique, technique. C'est au contraire une foultitude d'inventions et de développement. Et ben, quand il n'y avait pas assez d'eau dans les rivières, les moulins à foulon, les machins, le broyage du minerai, le tissage du coton, enfin pas du coton, de la laine, etc. Ben, ça ne se faisait pas, quoi. On arrêtait de bosser, on faisait autre chose, quoi. C'était des temps joyeux, hein, sans doute. Même si aujourd'hui on dit que c'était un peu horrible. Alors, ils avaient un peu les chicots et tout ça, hein, mais c'est un peu les visiteurs, mais ça bossait beaucoup moins que de nos jours. Hein. Voilà. Je caricature un peu, parce qu'il n'y avait pas la retraite, et puis on bossait un peu plus jeune au départ, mais il n'y avait pas les études. Mais voilà, donc est-ce qu'on peut adapter? Je suis très caricatural en disant ça, mais voilà, c'est un peu l'idée. Et si tu refuses cette idée-là, alors je pense qu'effectivement, tu conclus forcément en disant « Ah ouais, il faut quand même que j'ai des trucs qui produisent quoi qu'il arrive, et puis qui ne sont pas carbonés, donc tu tombes forcément sur le nucléaire. » tu vois. Mais moi, je trouve que le nucléaire, il est très compliqué à long terme. À long terme, il faut quand même construire une centrale tous les 80 ans avec du nickel, du cobalt, voilà, les mêmes trucs que dans les batteries de bagnole, mais en version toute la table de Mendeleïev et pas recyclable, hein, parce que, oulala, d'accord. Donc, on ne va pas faire ça pendant 4000 ans, même si on a la génération des 4, des surgénérateurs. On n'aura pas les métaux qu'il faut dans 4000 ans pour faire les centrales nucléaires en question, je pense. Alors, tu pourrais me dire, on n'aura pas les métaux pour les éoliennes non plus, bon, ça se discute. L'avantage, c'est que les éoliennes, elles n'ont pas été irradiées, donc elles sont peut-être plus recyclables que le circuit primaire au cobalt-nickel. Tu vois. Bon. Ça se discuterait, il faudrait un atelier de 2-3 jours avec des spécialistes, j'en suis pas. Bon, voilà, donc soit tu tombes là-dessus, soit tu dis, ben non, en fait, de toute façon, il va falloir descendre, et cet effort de sobriété un peu systémique, un peu compliqué, autant l'enclencher maintenant, plutôt que de se l'enclencher dans 40 ans, après s'être tapé un grand programme de nucléaire pour tenir 40 ans de plus, avant de commencer à faire la vraie sobriété, quoi. En fait, on voit que l'être humain, il est hyper adaptable quand même, et que, voilà, moi je pense qu'on a une fenêtre d'opportunité, y compris sympathique, y compris économiquement viable, etc. Orange, je te passe le pic.
Voilà, donc à l'université, il y a l'enseignement, mais il y a la recherche et l'innovation aussi. Quand on parle de sobriété technologique et quand on se pose la question qui me vient, c'est dans quoi doit-on faire de l'innovation aujourd'hui, où placer les budgets de la recherche et de l'innovation pour aller vers un monde plus sobre en technologie. Ah ouais. Ouais, pareil, c'est pas facile, mais parce que en plus le problème c'est qu'il y a aussi un côté, comment dirais-je, dirigiste dans la recherche. C'est qu'en fait, on va là où il y a des financements aussi, on va pas juste là où ça serait bien de chercher. Donc ça ouvre un autre problème. Ouais, en partie, quoi, mais après, si tu veux faire vivre un labo, je sais pas quoi, il y a quand même des questions. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une partie de la recherche aujourd'hui où on commence par chercher, et puis après on cherche les cas d'usage pour créer la start-up interne qui va permettre de faire quelque chose, quoi. Et ça donne un peu des trucs un peu stupides avec la domotique dont personne veut, le réfrigérateur qui fait ses courses tout seul et tout ça. Il y a quand même des trucs pas terribles. Moi je pense qu'il y a encore une place pour la recherche, bien sûr, et même pour la recherche à caractère essentiellement technique. Je sais pas, on peut parler de la chimie des batteries, on peut parler sur la question de la recyclabilité des matériaux, sur tout le monde de la réparation. Il va falloir quand même la réparer, cette planète. Il y a quand même des trucs, voilà, il y a des pollutions, des machins, des bactéries qui font je sais pas quoi. Alors ne me faites pas des bactéries modifiées en tous les sens, mais il y a quand même des trucs à faire sur la phytorémédiation. Il y a quand même un champ, je pense, d'action énorme. Et après, je pense qu'il y a aussi, il faut faire de l'innovation qui ne soit pas juste de l'innovation technique, mais qui soit de l'innovation justement sociale, organisationnelle, culturelle, ou des mélanges de tout ça. Voilà, c'est mon histoire de salle de bain. Non, je ne l'ai pas sorti tout à l'heure, mais c'est super intéressant. Non, mais c'est super intéressant le parallèle avec la salle de bain. Donc, la salle de bain du futur. Alors, la salle de bain du futur. Donc, c'est quoi une salle de bain? C'est une pièce pas très bien chauffée en général, parce que de toute façon, voilà, on n'a pas. Le plombier n'a pas bien fait le truc, c'est le dernier radiateur au bout du truc et tout, qui est bourré de faïence et de carrelage, donc ça rayonne que du froid, donc il fait hyper froid dans la salle de bain quand on rentre en hiver et tout. Et là, du coup, on se met sous la douche et on met la douche bien chaude et on laisse couler bien longtemps pour se réchauffer. On veut compenser. Voilà, parce que tu as froid. Genre. Donc la salle de bain du futur, c'est la même pièce, mais qui est un peu surchauffée, un peu chaud dedans. En fait, on a chauffé l'air plutôt que chauffer l'eau qui va réchauffer le corps en coulant ensuite et en partant. C'est plus de la faïence et des trucs qui rayonnent du froid, c'est plutôt de l'enduit, genre tu as des lactes ou des trucs comme ça là, qui sont un peu étanches. Donc en fait, c'est plutôt ou du bois, voilà, donc ça rayonne de la chaleur quelque part. Enfin, le mot n'est pas scientifiquement exact, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, avec un truc comme ça, dans une petite pièce entourée de matériaux un peu chauds et un peu surchauffés, en fait, on passe beaucoup moins de temps sous la douche avec une eau beaucoup moins chaude. Et voilà, et donc ça a été pas montré scientifiquement, mais il y a des petites études qui ont été faites par des petites boîtes, des trucs comme ça qui travaillent sur des trucs comme ça. Je trouve que c'est hyper intéressant d'imaginer, voilà, justement dans les logements qu'on rénove, d'avoir une autre approche du truc. Alors les gens qui fabriquent des faïences et tout vont me tomber dessus, ils vont savoir, ils vont me dire, on sait où tu habites, Philippe. On doit réadapter le travail. Voilà, peut-être on les mettra ailleurs, les carreaux de faïence, je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est des exemples en fait un peu de mélange de technique et d'organisationnel et de comportemental qui est, je trouve, super intéressant pour le futur. Je vous remercie, merci au rectorat, merci aux élèves également, merci à toutes et tous. Merci Philippe, merci Aurore et Alessandro. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne Limite, de commenter cette vidéo. Cliquez là. Voilà, cliquez quelque part ici effectivement. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Limite. Et merci bien sûr à l'ULB. Quelle est ta définition du réel ?